C'est quoi ça? Le piquet-pêche, qui est en train de faire son appel nuptial, ou en train de marquer son territoire. En fait, quand ça résonne comme ça, c'est que il fait exprès en fait pour qu'on l'entende de loin. Je m'appelle Sébastien Durlin, j'habite l'Avant-Pays Savoyard et j'exerce le métier d'animateur nature indépendant. Animateur nature, qu'est-ce que c'est? Alors animateur nature, c'est un métier qui permet au public de découvrir la nature, tout simplement. C'est-à-dire que les animations et les activités se font sur des sites naturels où on va aller observer les espèces vivant sur place, tout simplement. Alors justement, là, on va se faire une promenade aujourd'hui. Où sommes-nous? Alors là, nous sommes au col de la Cruzie, entre Novalaise et Saint-Genis-sur-Guiers, plein milieu de la forêt, et une forêt qui est jolie puisqu'on est au printemps, et donc on est entouré de beaucoup d'oiseaux. Et puis on a déjà quelques feuilles sur les arbres, des bourgeons, et puis surtout le gros intérêt du col de la Cruzie, c'est son marais. Le marais avec beaucoup d'amphibiens, et donc une biodiversité qui est vraiment très, très riche. C'est du piquet-pêche. C'est le piquet-pêche, ouais. Celui qui tape? Celui qui tape fort, ouais, c'est le piquet-pêche qui est très très courant et qu'on a beaucoup dans le secteur. Celui qu'on vient d'entendre taper, là, c'était le piquet-pêche. Un joli oiseau noir, blanc, rouge. Et qu'on voyait, hein. Il était sur une branche en train de taper, et puis d'un coup, il a fait une plongée le long de l'arbre, et il est parti là-bas dans la forêt. On a vu quelque chose de très beau. Ah oui, c'est quelque chose de très simple et qui se prête facilement à l'observation, sachant que des piquets-pêche, hein, on en a même pas mal dans les villages. Je pense que dans les parcs en ville, on doit en trouver pas mal aussi. Et c'est un oiseau qui est quand même assez difficile à repérer. On l'entend plus que ce qu'on le voit. Quand on le voit, c'est un simple plaisir pour les yeux. Après, il n'a pas un chant qui est non plus très développé. Par contre, voilà, le fait de l'entendre taper, ça fait écho, je pense, à des images d'enfants, Woody Woodpecker, etc. Et ça fait toujours plaisir. Bien, donc on va se promener, on va aller voir le marais, on va aller voir, écouter surtout les oiseaux, observer les fleurs. Comment êtes-vous devenu animateur nature? Tout simplement par passion. À la base, j'ai une formation dans le tourisme, donc en tant que guide-interprète régional. Et donc ce métier m'a amené à mettre en valeur le patrimoine d'un endroit. Et en arrivant dans l'Avant-Pays Savoyard, plus précisément quand je suis arrivé à Saint-Maurice-de-Retrance, je suis tout simplement tombé amoureux de cet endroit. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de le valoriser. Parce qu'il est très très riche au niveau naturel, très diversifié. Et c'est un endroit qui est encore un peu intime. Et en quoi la nature vous anime, vous? Parce qu'au départ, c'était une formation de tourisme. À quel moment, d'un coup, on se dit, bon, bah, moi, je vais devenir animateur nature, et puis voilà, je suis ancré dans un environnement que j'aime, et je vais le faire découvrir. J'en suis venu à cette volonté de faire découvrir la nature quand je me suis rendu compte à quel point le fait d'être dans la nature faisait du bien. J'ai habité en ville, j'ai habité à différents endroits qui n'étaient pas forcément tournés vers la nature. Et du jour où j'ai habité dans un endroit qui était vraiment en campagne, entouré de nature, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qu'on avait à apprendre de la nature. Dans la vie quotidienne, dans notre façon d'aborder la vie. Et c'est ça vraiment qui a décidé ce métier. Et alors, c'est quelque chose que vous partagez aujourd'hui? Oui, complètement. C'est vraiment l'objectif, de partager avec toute personne qui est désireuse de le découvrir. Mais alors, pourquoi? Parce que si on est si bien justement dans la nature, c'est peut-être parce que les gens n'y vont pas trop et qu'on a un côté un peu intime, justement. On est tranquille dans la nature, dans la forêt, tout seul. Alors pourquoi cette envie de la faire découvrir aux gens? Bah, déjà, d'une part, la nature est grande, donc même si tout le monde va dans la nature, on croisera peut-être plus de personnes, mais il y a suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. On peut faire le lien simplement avec notre condition d'animal, parce que l'être humain à la base est un animal. Nous sommes faits pour être dans la nature. C'est la société moderne qui fait que nous vivons dans des villes qui sont bétonnées,
mais c'est pas le mode de vie premier de l'homme, tout simplement. Je dis pas que je suis un homme préhistorique, hein. Quand on renoue avec cet extérieur, avec la nature, on se rend compte que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qu'on a beaucoup de choses à en apprendre. Pourquoi dans les rivières on trouve des chaussures, alors et des forêts, des montagnes d'ordures, des usines qui crachent des tonnes d'hydrocarbures? Comment font les oiseaux, coquillages et poissons quand ils ont sur la peau des kilos de goudron, si la mer n'est plus bleue mais marron? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la... Normalement, le pic, il doit se trouver soit dans un arbre, soit dans celui-là, soit par là. L'an dernier, j'ai réussi à prendre bien en photo ici. Et comment ça s'explique là, que ça résonne à ce point-là en fait? Comment il est capable de faire ça? Il choisit des troncs, des troncs qui sont bien creux. En fait, de toute façon, ils se nourrissent beaucoup sur des arbres morts ou des branches mortes. Et puis, surtout, il sait bien les repérer. En fait, c'est vraiment son objectif de faire du bruit. Et surtout, il tape très très vite. Très très vite, très très fort. Et ça doit aller presque jusqu'à 1000 coups minute. 1000 coups minute? Ah ouais. C'est un marteau-piqueur, hein, vraiment. Heureusement, il y a des paupières spéciales pour arrêter ses yeux. Sinon, les yeux, ils pourraient vite sortir. Parce que, bon, ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, à ce point-là, ouais, ça va très très vite, très très fort. Et puis, surtout, ce qui est le plus drôle, c'est sa langue. En fait, sa langue, il va chercher les insectes dans les trous qui creusent avec sa langue. Et en fait, elle est tellement longue en fait qu'elle est attachée entre ses deux yeux. Donc, elle fait le tour de son cerveau. Et donc en même temps, sa langue, quand elle est rentrée, ça maintient son cerveau, comme un casque de chantier en fait, en gros. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant et surtout souvent ça fait bizarre de se dire. Et la langue qui tourne autour du cerveau, c'est drôle. Une petite bergeronnette. On trouve quelle espèce au col de la Cruzille? En oiseau, il y a des hérons qui viennent se nourrir des grenouilles, souvent. Il y a pas mal de bus qui sont de passage aussi. Normalement, il y a des grèbes castagneux. Pour l'instant, on les a pas vus. Et puis, de passage, pas mal, quelques canards colverts aussi. Puis après, par contre, au niveau de la forêt, il y en a beaucoup plus. Vraiment beaucoup. Il y a toutes les mésanges. Hein. Il y a les mésanges à longue queue. Il y a quelques mésanges bleues aussi. Puis là, on a entendu le pic. Il y a le pic vert. Donc, on en a vraiment juste à côté. Et pic et pêche. Et il y a aussi la citelle torche-peau qui vient aussi se nourrir sur les arbres. Alors elle a une drôle de façon de descendre les arbres. Parce qu'elle descend à la tête la première en fait. Et elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit d'insectes qui se trouvent dans le bois, derrière les écorces. Puis on a trouvé aussi les grimpros. Alors le grimpro c'est rigolo. Il se nourrit aussi d'insectes qui se trouvent dans l'écorce. Et lui par contre il monte et il descend des troncs en spirale. Il tourne autour de l'arbre en fait pour pouvoir monter, pour pouvoir descendre et du coup c'est très difficile de le voir. Alors, c'est une méthode pour pas trop se faire repérer quand même. Il est tout petit avec un grand bec tout courbé. Il est chouette à voir aussi. C'est calme, il n'y a pas un seul champ de grenouilles. Parce que là on parle d'oiseaux, mais le col de la Cruzille est aussi connu pour ses amphibiens. Hein. Au niveau des espèces, il y a plusieurs espèces de grenouilles. Donc il y a la grenouille rousse et la grenouille agile. Il y a le crapaud commun et il y a deux espèces de tritons. Alors le triton palmé et le triton alpestre. Et là, ça les dérange pas que nous on soit juste au bord du marais, là, qu'on se balade, qu'on discute? Vite s'en aller dans l'eau. Qu'elles sont amphibies, pas nous. Donc elles arrivent vite à partir quand elles sont dérangées. Et là, comme il fait pas très chaud. Parce qu'elles se cachent où en fait quand il fait froid, elles vont où? En fait, en hiver, elles sont dans la forêt sous terre. Et là, elles sont plutôt sous l'eau. Parce que la température de l'eau est quand même un petit peu plus chaude pour elles. Elles vont sous terre? Ah oui, en hiver, elles passent leur hiver sous terre. Hein. Elles hibernent, elles s'enterrent et elles passent l'hiver sous terre, effectivement. Canicule pour janvier. Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète bleue? Je dirais que c'est un héron cendré, ça là-haut. Ouais, un héron cendré. Normalement, ils sont plusieurs, ils sont en moyenne 6 ou 7 autour du col. Il voyage en solitaire, lui. Ouais, je pense qu'il
il va chercher à manger. Mais souvent, justement, ils viennent se nourrir ici parce que c'est quand même un marais qui est assez riche. Et il n'est pas rare de les voir, par groupe de 5 ou 6. Vraiment très régulièrement, en fait. Et ce marais, est-ce qu'il reste équilibré? C'est un marais qui est entretenu, qui arrive à survivre? Oui, c'est un marais dont une partie a été rachetée par le conservatoire. Donc la gestion en elle-même, elle est effectivement bien surveillée. Donc par rapport aux espèces, vu qu'il y a des suivis qui sont faits tous les ans au moment des ramassages et du sauvetage d'amphibien, ça permet d'avoir un bon recul là-dessus. Et puis le fait que le conservatoire le gère, ça lui permet d'être bien protégé quand même. Bien protégé surtout, permet d'être bien entretenu et de rester un vrai marais. Parce que sinon c'est vrai que les marais souvent, avant ils étaient beaucoup utilisés pour par exemple l'agriculture et en ce moment c'est plutôt des espaces qui sont abandonnés, donc qui sont en train de disparaître. Et c'est important effectivement d'avoir une gestion qui permette de les laisser rester des marais, entre guillemets. Ça servait à quoi dans l'agriculture? Il y avait beaucoup de fauches, donc ils ramassaient ce qu'on appelle la blache. C'est des plantes qui poussent dans les marais, simplement pour faire du fourrage. Sur certains marais, il y avait du pâturage aussi. Donc, on prend l'exemple du marais des Rives. C'était un marais qui était pâturé, il y avait des vaches dessus. Mais du coup, il y a encore quelques vaches dessus, mais vu que les vaches sur, par exemple, le village de Saint-Maurice ont beaucoup diminué en nombre, il y a moins de pâturage, donc il y a moins d'espaces qui sont pâturés, et du coup, beaucoup de terres qui sont laissées à l'abandon. Et puis les arbres reprennent un petit peu le dessus, donc les espaces ouverts ont tendance à disparaître. Il y a quand même beaucoup d'espaces comme ceux-là qui sont à la base créés par l'homme. Alors évidemment, les marais sont bien naturels, par contre ils ont été entretenus par l'homme, sinon la forêt aurait déjà repris le dessus, mais si l'homme ne les entretient plus, ça revient tout simplement à l'état naturel de forêt. Alors on perd des espaces ouverts et du coup on perd de la biodiversité aussi. Et surtout, ce qui est très important, c'est de garder les espaces fonctionnels. Les zones humides, c'est ce qui empêche beaucoup d'inondations. C'est simplement des éponges. Donc le fait d'être des éponges, ça permet à la fois de stocker l'eau quand il y en a beaucoup, d'en restituer quand on en manque un petit peu. Et puis forcément, c'est des espaces de biodiversité, de grande diversité. Et puis c'est des ressources en eau, parce que là l'eau qui coule va être filtrée par les racines et filtrée par le substrat, donc c'est un rôle filtrateur en fait au niveau de l'eau, donc ça peut avoir un effet dépolluant aussi, donc c'est une fonction qui est assez importante. Est-ce que les livres, ça suffit, les balades suffisent pour connaître tous ces oiseaux, toutes ces plantes? Je pense que la seule solution, c'est d'être dehors au maximum. Il faut être dehors tout le temps. Et être guidé? Pas forcément, et être curieux en fait. Parce que moi, à vrai dire, j'ai pas de formation scientifique. C'est vraiment la curiosité et avoir toujours un bon livre sur soi pour pouvoir au moins... si on voit un oiseau, réussir à peu près à l'identifier. Mais après ça, c'est à la portée de chacun. Avoir un livre avec soi dans la poche. Alors, joli rouge-gorge. Il est juste là dans l'arbuste. Il est en train de marquer son petit territoire. Et comment il fait ça? Il chante. C'est un oiseau qui est assez hargneux avec ses congénères. Il ne supporte pas du tout la concurrence. Il supporte pas, il est même limite nerveux. Il y a des études scientifiques ou des tests qui ont mis simplement des miroirs sur le territoire d'un rouge-gorge. Et il vient attaquer le miroir. Il ne supporte même pas, même tant si bien que il marque son territoire, il appelle entre guillemets la femelle au moment de la reproduction. Si bien que certaines femelles ont du mal à rentrer sur son territoire. De bon matin, je suis allé au bord de la rivière. De bon matin, je suis allé au bord de la rivière.
j'ai entendu l'oiseau chanter. Ah, le bel été, sur le bord de l'eau claire, sur le bord de l'eau claire. On peut trouver dans la beauté d'une plante, dans la beauté d'un animal, d'un insecte, dans la beauté d'un chant d'oiseau, beaucoup de bien-être. Alors on sait que le vert, la couleur verte, c'est une couleur qui détend beaucoup. Et là, on est entouré de vert. On peut faire aussi le lien avec la musique. Souvent, pour se détendre le soir après le travail, on va écouter de la musique. Là, autour de nous, on est entouré de chants d'oiseaux. À la base, c'est de la musique aussi. Et donc, dans cette nature, on peut trouver énormément de sources de bien-être et de détente. Et c'est ça que je souhaiterais partager, puisque c'est des sources de bien-être et de détente desquelles, de par notre activité moderne, alors d'activités qui s'enchaînent de travail, des choses desquelles on s'est un petit peu éloigné et qu'on a tendance à oublier, alors que c'est là, tout près, tout simple et prêt à servir à n'importe quelle saison, n'importe quand et à la quantité qu'on veut en fait. C'est facile de faire sortir les gens ? Il y a beaucoup de craintes, souvent, quand on parle d'insectes par exemple. Faire venir des gens pour parler d'insectes, c'est un petit peu compliqué. Et faire sortir dans la nature, c'est pas très compliqué. Et c'est surtout pas très compliqué d'émerveiller les gens. La démarche en elle-même, je la fais toujours partir d'un émerveillement et d'un éveil de curiosité. C'est le point de départ de toute animation. C'est-à-dire que là, on est dans une forêt, on pourrait parler de l'écosystème, on pourrait parler de les chaînes alimentaires, on pourrait parler de l'écologie. Mais je pense que ce qui nous anime dès qu'on sort de la voiture et qu'on entend des chants d'oiseaux, c'est l'émerveillement et le plaisir qu'on ressent. Et le point de départ de tout ça, c'est ça. Et une fois qu'on ressent cet émerveillement et qu'on ressent ce plaisir, ça induit forcément l'envie d'en connaître plus. En savoir plus, donc vous proposez des animations. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir à vos côtés en se promenant comme on le fait aujourd'hui ? Alors, les animations seront sur des sites où on restera sur le site. Il n'y aura pas de balade, il n'y aura pas de randonnée. Parce que pour ça, il faut un diplôme et je suis pas qualifié. Donc, c'est des animations sur site où on va pouvoir découvrir, donc selon le thème de l'animation, la flore sauvage, Pardon, on s'est fait couper par un coucou. Par un coucou. Donc la flore sauvage, qui est très très riche dans l'avant-pays. Les insectes. Alors les insectes, ça peut paraître étrange, mais un insecte, en fait, c'est pas forcément qu'un cafard ou qu'un scarabée. Il y a une diversité phénoménale d'insectes, et surtout qui sont très jolis. Alors comment vous faites pour en parler ? Il y a des hôtels à insectes installés pour qu'on puisse en voir plusieurs, ou alors vraiment, vous savez où aller en chercher ? Il y en a partout. S'il y a des insectes, il y en a vraiment partout sous nos pieds, dans les arbres, sur les écorces, même sur les vieux murs. Donc, alors évidemment, quand je propose une animation sur les insectes, on va forcément aller dans un endroit où on va en trouver. Ou à l'inverse, ça arrive souvent dans les écoles, on va dans des endroits où on n'en trouve pas du tout. Pour se rendre compte qu'on a créé des endroits où les insectes ne peuvent pas vivre. Mais des insectes, on peut en trouver vraiment partout, et de toutes les sortes. Et il suffit simplement, là dans la forêt, de soulever un petit peu les feuilles, de gratter un petit peu l'humus. Et, là, vous pouvez me trouver un insecte, là. On pourrait essayer d'en trouver un. Allez, on va chercher un insecte. C'est un peu froid. Donc les insectes n'aiment pas trop le froid. Par contre, ils aiment bien l'humidité, donc ils vont souvent aller se cacher sous les feuilles. Je suis pénible. Ah non, pas du tout. Alors, on va essayer de trouver ça. Voilà, pour que les gens s'imaginent un peu ce qu'on est en train de faire. On est à quatre pattes dans la forêt en train de chercher des insectes sous des feuilles mortes, dans l'humidité, la rosée du matin. Et il n'y a même pas besoin de creuser là. Il n'y a pas beaucoup besoin de creuser. Alors, voilà par exemple. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous avez dans le creux de la main là ? C'est une toute petite boule noire. Alors c'est pas un insecte, c'est un animal qui fait partie de la famille des myriapodes. Donc en fait, les myriapodes, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement des mille pattes, de façon générale, de façon générique. Et là, il s'est mis en toute petite boule
Pour se protéger? Pour se protéger, simplement aussi pour se protéger du froid, parce qu'en fait les insectes ont la même température à peu de choses près que l'extérieur. Donc là ça fait une petite boule toute noire qui s'y se déplie. Si elle se déplie, en fait on va avoir énormément de petites pattes en dessous. Donc ça va ressembler en gros à un cloporte c'est ce que allongé. j'allais dire. Voilà, ça va ressembler à un cloporte. Ce qu'on va allongé. retrouver sous les planches de bois pourries là. C'est ça. Alors ça, ce serait une espèce de mille-pattes, pour donner une grande famille qui serait végétarienne, donc qui mange des plantes essentiellement. Donc là, en quelques minutes, on a réussi à la trouver dedans. Allez, on lui rend sa liberté. Toute la forêt est animée quand le soleil éclaire un jour nouveau. Toute la forêt est animée quand se réveille la vie des animaux. Qui dort l'hiver dans la grotte, la marmotte. Là, il y a du monde au col de la Cruzille là. Il y a du monde et puis c'est vrai que ça chante dans tous les coins parce qu'on est vraiment au printemps. Alors il faut profiter de cette période pour vraiment voir les oiseaux et les écouter. Parce qu'en été, ils chanteront forcément un petit peu moins parce que la période nuptiale sera un peu finie. Donc l'avantage, c'est que c'est une période où, vu qu'ils sont en train de marquer leur territoire et d'appeler les femelles, entre guillemets, c'est une période où ils sont beaucoup plus à découvert. Donc on peut mieux les voir aussi. Donc ça permet à la fois d'identifier les oiseaux visuellement, ou alors de prendre de belles photos, ou alors simplement d'apprécier leurs couleurs, d'écouter leurs chants qui sont jolis, et puis de faire le lien entre les deux. Puis il suffit d'ouvrir un livre d'identification et de dire ah bah oui, cet oiseau. Alors c'est pas forcément évident de reconnaître un oiseau tout de suite, mais si on l'entend régulièrement, on saura un petit peu le reconnaître. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est quand on a l'habitude de le voir, de l'entendre, et qu'on sait lui donner un nom, quand on l'entend de nouveau dans la forêt, on a l'impression de croiser un super copain, simplement. Et c'est ça qui est le début de la démarche de cet amour pour la nature. C'est lequel celui-là? Je l'ai cherché pendant longtemps celui-là, et c'est un pinson des arbres. Alors normalement, pinson des arbres, il a un chant, il fait tiens, voilà Cyprien. Ça te dit quelque chose? Non. Non, mais Et c'est en un fait, moyen pour s'en rappeler. Et en fait là, j'entendais ce chant depuis un moment, et en fait je l'entendais devant chez moi, et j'ai bien observé, et en fait c'était un pinson des arbres qui était en haut de l'arbre. Et alors je connais pas la signification de ce chant parce que ça n'a pas l'air d'être un très beau chant nuptial, vu qu'il chante beaucoup mieux que ça quand même. Peut-être que, je sais pas, il marque peut-être un coup son territoire, je saurais pas dire, mais en tout cas c'est le pinson des arbres. Mâle. On dirait des cacahuètes enrobées. En fait c'est une gale. En fait c'est une mouche qui pique une feuille. Et en piquant la feuille, elle pond son œuf à l'intérieur, dans l'épaisseur de la feuille. Et elle envoie un message à la feuille qui lui dit « Ce que je viens de te mettre dans la feuille, ça fait partie de toi, ça fait partie de la feuille. » Quoi alors? La mouche, en fait, elle... Une mouche, un insecte, quoi, Ouais. une mouche. Elle pique la feuille. Mmh. Et en piquant la feuille, elle y pond son œuf. D'accord? Quand l'œuf est pondu dans la feuille, dans l'œuf, il y a un message qui dit à la feuille je fais partie de ton patrimoine naturel, je suis aussi de la feuille, mais il faut que tu me fabriques un peu de bois pour que je puisse me développer. Mmh. Donc, du coup, ça fabrique une boule de bois dans laquelle se développe la larve, qui peut se nourrir et qui en même temps, du coup, est protégée de l'extérieur. Et là, le petit trou qu'on voit, c'est-à-dire que la larve, elle est sortie de là. Et après, elle va pouvoir se D'accord. développer, devenir... Donc c'est ce trou, on dirait qu'il est fait de Ce façon trou, on dirait que industrielle c'est et il ça, est rond, ouais. parfaitement rond. Exactement, il est vraiment parfaitement rond. Et donc là, la larve, elle est sortie, puis après, elle va se transformer. Je crois que ça doit être un genre de mouche. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la gale du chêne. C'est vraiment collé sur la feuille de chêne. Vraiment, il faut même la décoller pour qu'elle puisse s'en aller. Et qu'est-ce qui vous fait sortir, vous? Pas dans le cadre d'une animation, mais que vous êtes tout seul dans la forêt à vous promener? J'ai l'impression de faire partie de tout ça.
tout simplement. Ce qui me fait sortir, c'est le fait que le jour se lève et que chaque matin soit nouveau en fait, et que lorsqu'on est dehors et qu'on ressent ce bien-être, on a l'impression de faire partie de toute cette nature. D'ailleurs, on fait partie de cette nature, mais c'est l'impression que je ressens, c'est faire partie de cet ensemble naturel qui nous entoure.